Je suis Gaël Chica, vous écoutez Micro Stockholm, Les Pionniers, épisode 3, c'est parti. Les Américains le surnommaient le blanc qui saute au-dessus des buildings. En 1984, il est devenu le premier Français à porter la tenue d'une franchise de NBA. Sa chevelure et son short ont aussi fait sa renommée. Découvrez l'histoire d'Hervé Dubuisson. C'est l'histoire d'un gars du Nord, un ch'ti qui, dans les années 70, se découvre une passion pour la grosse balle orange. Très vite, en découle une mécanique de tir qui deviendra sa meilleure arme. J'ai commencé le basket à 8 ans, comme ça par hasard. Je me suis promené dans la ville de Thumerie, dans le nord de la France, et je suis rentré dans un grand hall et c'était une salle de basket et il y avait les paniers et tout ça et j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle Marcel Dessen et qui m'a initié le geste idéal pour le basket. Et c'est pour ça que j'ai commencé à shooter à 8 ans. Ça s'appelle shooter comme on fait quand la réplique du 6 à l'envers. Donc on monte la balle, on la descend et on la place devant son nez et on shoot vers le panier en essayant en attendant juste la fin du shoot, en mettant comme c'est pour ça que je shootais avec toujours la main qui se refermait à la fin, le bras tendu, comme si j'accompagnais la balle juste dans le cercle. Je mettais le couvercle sur la balle. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris à shooter, mais très tôt. Le 6 à l'envers et ça donne beaucoup de puissance. Et après, en grandissant, je faisais le même geste, mais quand je descendais la balle, je fléchissais les jambes et après je sautais en extension et mon tir en même temps. Et j'avais toujours le bras tendu, comme si j'accompagnais la balle juste dans le cercle en mettant le couvercle. Voilà. C'est ça qui a déclenché mon shoot en suspension. Jacques Monclar a été un des plus grands témoins de la vie et de l'œuvre d'Hervé Dubuisson. Et ce, dès son plus jeune âge. Il avait un shoot naturel, Hervé. Le fouetté de son bras, en complément de ses excellentes jambes très toniques, était le fouetté de main particulièrement. Était remarquable, était un don de Dieu, ça. Hervé est quelqu'un qui peut shooter assis du milieu de terrain. Amusez-vous à le faire, sans déformer son shoot. Pas à deux mains, car il a un bras extraordinaire. Ce bras-là, il faut le mettre au musée de l'homme. Première fois que je le vois, c'était à Poitiers. On vient de se passer t'as 100 mômes qui sont là, qui jouent, et il faut en garder 5-6. Et on passe la soirée, le lendemain, on rentre dans nos petites pioles, on fait sécher nos affaires. Le lendemain matin, j'ouvre ma porte, le mec en face ouvre sa porte. C'était Hervé. Je connaissais pas, j'avais vu jouer avec. On était arrivé la veille, on avait fait un brassage. Et il me fait, je m'en vais à ma cochette. Je fais pardon. Ça voulait dire, je m'en vais chercher mes chaussettes. Il parlait patois, l'animal. Il écoutait François Valéry, il avait un duvet de moustache bidon. Voilà, on avait 15 ans. Ah, le petit gars de Thumerie, qui avait signé à Denain, mais qui était de Thumerie, le ch'ti total. Et sur un terrain, qui était-il ? Pour moi, la définition à l'époque, c'était marquer plus de points que l'adversaire. Donc, pour ça, j'étais bien placé parce que je shootais bien. Il était du niveau des meilleurs joueurs européens. En attaque, Drazen Petrovic a été plus fort, mais de son époque, c'était un cas social, Hervé, parce que il avait un shoot monumental, il avait une attaque de cercle efficace, surtout sur la main droite, et puis il jumpait. Lancé, il jumpait terriblement. Donc c'était le white man qui pouvait sauter par-dessus les buildings, quoi. Donc il avait offensivement toute la panoplie, tout l'arsenal du basketteur, et en mouvement, c'est-à-dire pas sur phase arrêtée, en mouvement, sur jeu rapide, tout ça, c'était un bon passeur aussi. Mais c'est vrai, j'avais des lacunes en défense et tout ça, mais après j'ai progressé et ça s'est bien passé, quoi. Mais c'est vrai que
Au début, j'étais plus axé sur l'offensif, sur le shoot. J'essayais de défendre, mais j'étais pas très très actif, quoi. Mais c'était pas une question d'énergie, c'était une question de comportement. Je défendais quand même un minimum. Surtout qu'à l'époque, c'était surtout le jeu offensif qui était plus développé. À partir des années 80, là, ça a été beaucoup plus défensif. Ah oui, j'avais souvent des défenses on appelle ça box and one, ça veut dire il y a 4 joueurs qui défendent en zone et un joueur qui s'occupe que de moi. Donc ça s'appelle la boîte. La boîte, et c'est 4 joueurs qui défendent en zone. Ils n'ont pas de joueur attitré, mais le seul à défendre, il y avait un qui me suivait partout, sur tout le terrain. Voilà, pour m'empêcher d'avoir le ballon, de jouer, tout ça. Il gueulait des fois quand tu étais un peu dur avec un joueur que tu défends sur lui. Il disait, mais arrête, tu vas arrêter, oui. Mais bon, moi j'arrêtais pas, hein. Et puis il est arrivé que Hervé m'en mette 25, 30, et puis il est arrivé qu'il m'en mette pas. 1984 est l'année d'Hervé Dubuisson. MVP du championnat de France, il part à Los Angeles avec Jacques Monclar et l'équipe de France disputer les Jeux Olympiques. Une première pour le basket français depuis 1960. Ouais, on est passé complètement à travers. Parce qu'on était parti un mois à l'avance, et on a fait toute une tournée on avait des matchs dans les universités américaines, et on a arrivé après à Los Angeles. On était arrivé 15 jours avant le début des Jeux, et on n'était pas c'est parti en cacahuète, quoi. Il y a eu des trucs qui sont passés. On a fait des visites des parcs d'attractions, Hollywood Studios, tous les trucs touristiques, quoi, on les a fait. Donc après, je crois que on était plus fort en tourisme qu'en basket là-bas. C'est pour ça qu'on est passé complètement à travers. Donc, on a considéré un peu de partout. On a été mauvais là-bas. On s'est raté en termes de résultats en perdant l'Uruguay d'1 point, la Chine d'1 point. Après, tu joues les Ricains, l'Espagne et tout, c'est compliqué. Hervé s'est blessé au premier match. Il a pris un coup terrible à l'échauffement en tombant mal sur la hanche. On est parti en galère, et certains joueurs ont été. Le staff a pas préparé le truc, la Fédé nous a laissé à l'abandon. Et nous, on n'a pas été bons. On n'a pas été bons du tout. Il y a eu des problèmes entre le coach et certains joueurs. Il y a eu des suspensions avec Éric Beugnot, avec Richard Lacourie, avec Grégor Beugnot, totalement inutile, suspension. Il y a eu un ratage complet. Voilà. Ça reste une douleur, une blessure. Mais on était content d'avoir été les premiers à retourner au jeu. Alors que ses coéquipiers s'en vont retrouver leur club, Hervé Dubuisson reste aux États-Unis. Et moi, je suis allé directement chez les Nets, pas une équipe à côté de New York, et j'ai fait un camp d'entraînement à Princeton. Il y avait plusieurs équipes professionnelles américaines, les Nets, Chicago, et là j'ai eu un grand article dans l'équipe magazine où il disait parce que les Américains, ils m'avaient dit le blanc qui sautait au-dessus des buildings parce que j'avais une détente extraordinaire. Je faisais plein de smash et tout ça, et le blanc qui saute au-dessus des buildings. Une grosse différence, par exemple, ici, quand on se déplace, on est toute l'équipe, on va à l'hôtel et tout ça, on mange ensemble et tout, alors que là, on arrive, on vous donne une enveloppe avec de l'argent pour aller manger. On est dans un hôtel, pas toute l'équipe, quoi. On est un par un. Vous voyez ? Chacun gère son truc.
Sauf qu'il faut être à la salle à telle heure. Il n'y a pas des trucs d'esprit d'équipe comme ici, là, où tout le monde se déplace en même temps et tout. C'est chacun pour soi. Et ça se voit sur des matchs comme ça se voit énormément. C'est pour ça que Schmitt et moi, on n'avait pas beaucoup de ballons, quoi. Malheureusement, ils voulaient attendre encore le début du championnat pour prendre leur décision. Mais moi, comme j'étais en contrat avec le Stade français et qui m'avait donné l'autorisation de faire le camp, ils m'ont dit si t'es pris, t'as un contrat garanti, tu peux rester. Sinon, tu reviens jouer pour nous. Donc, je suis revenu jouer pour Paris. De retour en France, Hervé Dubuisson continue de martyriser les paniers de l'Hexagone sans toutefois remporter un nouveau titre de champion. Mais l'important n'est pas là, les gens se déplacent parce que Dub, c'est le show avant tout. Mais à l'été 93, alors qu'une nouvelle saison se profile, Hervé Dubuisson n'a toujours pas signé de nouveau contrat, jusqu'à un appel qui sera pour lui une résurrection. À Sceaux, il y avait l'entraîneur de l'équipe de France à l'époque, l'adjoint Alain Weiss. Et il m'a dit, écoute, nous on voudrait bien que tu viennes nous renforcer. Donc est-ce que ça te dirait? Je dis oui, pourquoi pas. Donc je suis allé à Sceaux. Et là j'ai fait une saison extraordinaire. J'ai été sélectionné pour le All-Star Game. Le All-Star Game qui sera la dernière masterclass de cet esthète. J'étais motivé, et j'avais une insolente adresse, quoi. C'était super. Ouais, en plus c'était un All-Star Game. J'avais une revanche à prendre et je l'ai reprise avec l'aide de Sceaux qui m'a recruté. Et là, faire un All-Star Game comme ça, c'était un des points finaux de ma carrière, quoi. Après ce match-là, j'aurais pu arrêter le basket en tant que joueur. Hein. Et un All-Star Game, ça défend moins qu'un match normal. Les ricains pensaient que le petit vieux, là, il allait s'éteindre. Et il leur a fait la chanson pendant tout le match. Et puis, que ce soit à 8 mètres, 9 mètres, ou aller en leur donne pied sur la tronche, il leur met un dunk incroyable. En deuxième mi-temps, sur la tête à peu près toute la famille. Voilà. Hervé, moi, j'étais là aussi. Ça filait les larmes parce que Hervé, c'est un talent d'attaque comme on n'a jamais vu. Quand je dis dans mon interview à la télé, et je dis et dire que j'étais chômeur en début de saison. J'étais chômeur en début de saison, et là, avec Sceaux, on reste en première division, et je devais un MVP. Donc, c'était une grande revanche pour la fin de ma carrière, quoi. Et je suis très fidèle, mais il faut pas me trahir, quoi. Donc pour moi, c'était quand j'étais vis-à-vis de l'élite de la LNB, on m'avait mis, j'avais été écarté, quoi. Et c'était en moi, quoi. J'avais cette force de challenge à relever que j'ai relevé haut la main. Sa carrière terminée, Hervé Dubuisson devient entraîneur. En 2001, il dirige Nancy en Pro A. Mais un soir, alors qu'il rentre chez lui à moto, un chauffard le conduit entre la vie et la mort. J'avais perdu la mémoire immédiate. J'avais un hématome sudural qui compressait tout mon cerveau. Donc j'avais perdu la mémoire immédiate. Je savais plus où j'habitais, quoi. Et quand j'ai appris que je pouvais plus jamais être dans le basket en tant qu'entraîneur ou dire en entraîneur, c'était toute ma vie qui était brisée, quoi. Donc j'ai fait une grosse dépression. Et là, j'ai vu j'ai même songé à disparaître. Et c'est là que j'ai vu, grâce à mon épouse qui m'a
emmené chez un psy qui m'a travaillé sous hypnose et qui m'a fait reprendre confiance en moi et accepter que mon accident, c'était un accident de la vie et que la vie allait continuer. Et moi, j'étais pas le coupable. Il m'a fait accepter que c'était un accident de la vie et non pas moi qui me suis fourré à faire de la moto, à attraper un accident. Quand il sort de ces 3 semaines de coma, son frangin, Alban, le père de Victor, le golfeur, m'amène Hervé, il m'appelle, il me dit « Qu'est-ce que tu fais demain ?» Je dis « Je fais du vélo, je pars à 8h30 du matin. » Il me dit « Est-ce que Hervé peut venir avant il faut faire une séance de shoot. » Il se réveillait à peine. On me l'a amené. Bon, au-delà du fait que je pleurais de le voir dans cet état-là, je l'ai emmené sur le terrain en Antibes. On était que tous les deux dans la salle. Et on a fait une petite séance de shoot calmement. Et là, même s'il était fatigué des jambes, même s'il avait plus tout un tas de choses, son bras partait, quoi. Son bras partait. C'est une merveille. C'est bon, je suis pas mort. Il se souvenait que des gens qu'il avait connus il y a très très longtemps. Les gens faisaient partie. Hervé a apporté de l'image, a apporté du rêve. Et ça, pour un sportif, c'est quelque chose. De mon caractère. Je suis le plus fier parce que de ma volonté. Un grand merci à Hervé Dubuisson de s'être confié à notre micro. Un grand merci également à Jacques Monclar d'avoir apporté son regard sur son ami d'enfance. Au générique, Atlas Forum. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Salut!